Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les large caps italiennes? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. On commence tout de suite avec notre sélection. C'est très simple. On va prendre le top 10 de la cote italienne. Donc, première boîte, Unicredit. Ensuite, Intesa San Paolo, Enel, Ferrari, Generali, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Prysmian Group et Snam. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, donc on a VE sur EBITDA, donc valeur entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio cours-free cash flow, rentabilité opérationnelle ici, prix sur actifs tangibles également. Pour les financières, on va regarder ça. Rentabilité opérationnelle, on l'a dit, rendement des fonds propres, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA et le rendement du dividende ici, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio, qui est la proportion de bénéfices versés en dividendes. Mais les dividendes sont payés via les free cash flow, il faut le savoir. Allez, première de la liste, c'est Unicredit. Première banque italienne, ça doit être une des premières banques européennes d'ailleurs, dans le top 3, facile. Donc 112 milliards de dollars de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a de la consolidation dans le secteur bancaire, donc il y a de la croissance externe sur Unicredit. On est à 9,3 en PE, donc moins de 10, c'est ce qu'on veut pour une banque. Par contre, on n'a pas de décote sur actifs tangibles. On a 1,5 malheureusement, donc pas de marge de sécurité. Bonne rentabilité, rendement des fonds propres à 16,3%, donc ça c'est bien, très rentable. 8% de rendement du dividende avec un payout ratio à 39%, donc c'est pas mal. Donc malheureusement, pas assez de marge de sécurité. Si vous ne cherchez pas forcément une marge de sécurité, d'un point de vue dividende, ça se regarde, mais les banques espagnoles, par exemple, sont plus généreuses. Ici, c'est pas très généreux. Unicredit, le payout ratio est un petit peu bas. Ils pourraient augmenter leur rendement facilement à 5%, 5,5%. Donc, plutôt à l'écart de Unicredit, il y a mieux en termes bancaires en Europe. Intesa San Paolo, la deuxième banque italienne, 103 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas mal. Alors, on n'a pas le multiple ici de prix de PE, mais on peut le calculer. On va dire 100 milliards. On fait 10 milliards 7 de bénéfices. Bon, on est légèrement en dessous de 10 en PE, donc ça c'est bien. Par contre, on n'a pas les actifs tangibles. Mais de mémoire, il n'y a pas de décote sur Intesa San Paolo, donc pas de marge de sécurité à ce niveau. 14% rendement des fonds propres, bonne rentabilité financière, c'est bien. On est à 6,8% de rendement du dividende. Là, c'est plus intéressant. Ça vous fait 6 millions. 6-7 millions versés en dividendes, donc ça nous fait un payout ratio qui est quand même relativement élevé, au-delà de 50%. On est soutenable au niveau de ce dividende. Donc Intesa, c'est pareil, il n'y a pas forcément de marge de sécurité. Après, le dividende commence à être assez sympathique pour un port entier, donc pourquoi pas. Voilà. Mais pas assez de marge de sécurité à mon goût. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Enel. Donc, alors, distribution d'électricité, je crois, c'est pas le transport, c'est plutôt la distribution, Enel. Donc, une utilities, 90 milliards de dollars de market cap, avec 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est ce à quoi il faut s'attendre pour les utilities. 9 en VE sur EBITDA, 13 en PE, 16 en price to cash flow. C'est relativement pas cher. 8,3% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité pour une entreprise intensive en capital. 3,2 fois les EBITDA en net. Ça peut paraître élevé, mais pour une utility, on peut aller jusqu'à 5 fois parce qu'on a une très bonne visibilité sur les cash flows. On peut avoir des taux d'intérêt qui sont attractifs comparés aux autres industries. Donc 3,2, ça reste très gérable. 6,6% de rendement du dividende avec un payout ratio à 87%, les free cash flows plus bas que les bénéfices nets. Ça, c'est trop élevé, je pense. Malheureusement. Donc Enel, le dividende n'est pas soutenable. Niveau valorisation, on a connu moins cher, c'est pas bradé et il n'y a pas de croissance, donc on pourra avoir des multiples qui sont quand même beaucoup plus bas que ça. Donc plutôt à l'écart. Allez, Ferrari, donc de ce que j'ai lu, il y a quand même une déception sur la dernière publication. On est sur 70 milliards de dollars de market cap, 16% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même une forte croissance. Donc les multiples sont encore très élevés. 29 en VO sur EBITDA, 42 en PE, 36 en price to cash flow. C'est pas donné. La croissance est relativement forte, donc ces multiples peuvent se justifier. Je pense que si on fait du Ferrari sur le long terme, on n'aura pas de soucis, mais à court terme, ça va être compliqué, avec des multiples aussi élevés. Rentabilité très bonne, 24% vraiment les capitaux investis, c'est excellent. 0,7 fois les EBITDA en dette nette, quasiment pas d'endettement, 0,8% de rendement du dividende, avec un free cash flow à 33%.
avec un payout ratio pardon, à 33% et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ce dividende, il va monter tranquillement. Voilà, c'est trop cher, hein, Ferrari, sauf si vous y allez bien sûr pour du très long terme. Si vous faites du 5 à 10 ans sous Ferrari, pas de souci, hein, mais en dessous, on s'expose à des déconvenus à cause des multiples élevés. Allez, ensuite, on est sur Generali, le premier assureur italien, 56 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ils ont peut-être cédé des activités, donc il y a un changement de périmètre à prendre en considération. On a 15 en PE, donc nous, on va être en dessous de 10 pour les financières, c'est pas le cas. Et en termes d'actifs tangibles, on a 2,9, pareil, hein, prix sur actifs tangibles. Il n'y a pas de décote, donc pas de marge de sécurité ici. Rendement des fonds propres à 13%, ce qui est correct pour une assurance. 4,5% de rendement du dividende, c'est pas l'assurance la plus généreuse. Hein. En Europe, il y en a qui sont bien plus généreuses. Payout ratio à 53%, c'est soutenable à ce niveau. Je pense qu'il vaut mieux passer son tour sur Generali. Eni, donc le spécialiste intégré de l'énergie, alors très orienté hydrocarbures, hein, donc gaz et pétrole, et aussi tout ce qui est midstream et downstream, avec les stations d'essence et la distribution en transport de gaz et de pétrole. 52 milliards de dollars de market cap, 9,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc je pense qu'ils ont fait des acquisitions hein, pour avoir une croissance aussi forte. 4 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 10 en price free cash flow. Donc il vaut mieux considérer les free cash flow par rapport aux bénéfices nets sur cette boîte parce qu'elle génère structurellement du cash, elle n'en consomme pas puisqu'il n'y a pas de croissance organique dans le pétrole et le gaz. Hein. Donc ça permet de dégager des free cash flow puisqu'on n'a pas besoin de réinvestir dans la dépense en capital pour la croissance organique. Rentabilité médiocre, hein, 2,5 en rendement des capitaux investis, c'est trop faible hein, comme rentabilité ça. 1,4 fois les l'EBITDA net, 7% de rendement du dividende avec un payout ratio à 131%, mais les free cash flow sont le double des bénéfices nets. Donc ça nous fait aller 75%, même moins, 65%, c'est soutenable ce dividende. Donc le problème d'Eni, c'est qu'il y a l'état au capital. Et d'autre part, peut-être que cette rentabilité opérationnelle, il faudrait la considérer par rapport au free cash flow. Et je pense que là, on aurait quand même une rentabilité en termes de free cash flow plus élevée, au moins le double, hein, peut-être du 5-6%. Donc peut-être que c'est pas si médiocre que ça, Eni. Bon, voilà. Après, évidemment, devant Total Energy, ça pèse pas trop Eni. Hein. C'est le meilleur dossier de Total Energy en Europe, peut-être avec Shell. Leonardo, spécialiste de la défense italienne, 31 milliards de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et cette croissance va s'accélérer avec la hausse des dépenses d'abonnement qui arrive en Europe. 12 en VE sur EBITDA, donc le marché a quand même intégré cette croissance future, évidemment. 25 en PE, 42 en price to free cash flow. Bon, c'est relativement cher hein, quand même, Leonardo, mais c'est pas la plus chère en Europe, hein, cela dit. Donc 7,6% de rendement du capital investi, bonne rentabilité opérationnelle. Une fois les EBITDA net, pas trop de dettes, donc ça reste correct. Un petit dividende de 1%, 1,1% avec un payout ratio à 30%. Bon, ouais. Avec des cash flow plus bas que les bénéfices nets, n'empêche. Hein. Donc, bon, c'est soutenable à ce niveau, mais on fait pas du Leonardo pour le dividende de toute façon. Moi, je pense que ça se paye un peu trop cher. En dessous de. Peut-être qu'il faudrait réussir à attraper à 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Maintenant, est-ce que ça arrivera? Parce que le marché, évidemment, spécule sur la forte croissance qui pourrait venir si Leonardo arrive à délivrer son carnet de commande. Donc, bon. Là, je suis pas sûr que le timing soit très opportun sur Leonardo. Maintenant, pour du long terme, hein, ça, bien sûr que ça va le faire, puisque la défense, il y en a au moins pour 5-6 ans de croissance en Europe. Malheureusement, j'ajouterai. Bon. Allez, Poste Italiane, maintenant c'est une assurance, 28 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça sent aussi les cessions d'actifs. On est à 11 en price earning. On veut être en dessous de 10, donc on n'a pas la décote qu'il nous faut, et on n'a pas de décote sur actifs tangibles non plus, donc pas de marge de sécurité. 18,6% de rendement des fonds propres. Donc là, par contre, la rentabilité est quand même pas mal. Un rendement du dividende à 5,7%, ce qui est tout à fait intéressant. Si on calcule vite fait un payout ratio, ça nous fait 1,4 milliard, entre 1 milliard et 1,4 milliard de dividendes, ce qui est en fait soutenable hein, si on regarde le bénéfice net. Donc on doit être à 50% de payout ratio. Donc pourquoi pas, mais maintenant il n'y a pas de marge de sécurité, donc à l'écart plutôt, en tout cas en ce qui me concerne. Alors Prysmian, ça c'est le Nexans italien, mais bien sûr c'est une toute autre échelle, hein, on est à 23 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une boîte qui était sur la tendance long terme de l'électrification, donc ils sont très très bien positionnés. 12 en VE sur EBITDA, 26 en PE, 16 en face free cash flow. Malheureusement, c'est déjà quand même pas mal intégré dans les multiples. Ça reste raisonnable comme valorisation.
s'il y a de la croissance à venir, je pense que c'est pas un mauvais dossier, hein. Prysmian, ça, on va dire que ça peut être de la croissance à prix raisonnable. 11% de rendement du capital investi, bonne rentabilité opérationnelle, 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc il y a un petit peu de dette, à mon avis, à cause des acquisitions qu'ils doivent faire régulièrement. 1,2% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 30%, les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc soutenable. Prysmian, c'est bien pour la croissance. Enfin, Snam, on est sur la distribution ou le transport de gaz, ou les deux, je ne sais plus. 20 milliards de dollars de market cap, 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc cette industrie-là n'est pas du tout en croissance à ce niveau, donc je pense qu'ils ont fait une acquisition. 11 en VO sur EBITDA, c'est pas si donné, hein. En PE, on est à combien? Si on fait une market cap de 20 milliards et qu'on a 1 milliard de bénéfices nets, 20 divisé par 1,5, aïe aïe aïe, ça fait quoi? Un teuf entre 15 et 20 en PE, donc c'est pas si donné, hein. Snam, c'est relativement cher. 5% vraiment des capitaux investis, pas une énorme rentabilité. On est à 6 fois les l'EBITDA en dette nette. Attention, donc là, peut-être qu'il y a des obligations locatives, il faut retraiter cet endettement. Si on est à ce niveau-là, c'est quand même lourd, hein. Même pour utilities, on peut aller à 5 fois, mais 6 fois, c'est très élevé. 5,7% de rendement du dividende, est-ce que c'est soutenable? Bah, ça nous fait 1 milliard de dividendes contre 1,5 milliard de bénéfices nets. On va dire que c'est un peu limite. Donc Snam, à mon avis, trop endetté. Le dividende va sauter, donc c'est un peu trop chèrement valorisé en plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on garde en fonction de son profil? Bon, si vous faites de la value, je pense qu'on peut quand même regarder Eni, même si elle est au capital. Bon, ça c'est un problème. Si vous voulez faire de la croissance à prix raisonnable, on peut aller sur Prysmian. Très bien, très très beau dossier. Leonardo aussi, ça va faire de la croissance à prix raisonnable. Alors sur Prysmian, l'avantage de la croissance, elle est déjà là. Sur Leonardo, elle vient, mais donc on ne sait pas dans quelle mesure l'entreprise va croître. Et ensuite, c'est tout, hein. Je pense que Ferrari, si vous faites de la croissance à prix déraisonnable, on va dire, mais je pense que c'est un peu compliqué de rentrer à ces niveaux de multiples sur Ferrari, même si c'est Ferrari. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!